Turquie, Recep Erdogan a prêté serment comme nouveau président de la République. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement ont préparé cette investiture, parmi eux Faure Gnassingbé du Togo. Après avoir fait les beaux jours des Lions indomptables du Cameroun, Samuel Eto'o tourne la page de la sélection nationale. Il ne se consacrera désormais qu'à son club, Everton. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette édition. Le président Faure Gnassingbé séjourne à Ankara. Il est arrivé dans la capitale turque mercredi, accueilli par les autorités de ce pays. Le président togolais a préparé ce jeudi à l'investiture du nouveau président de la Turquie, Recep Erdogan. La Turquie, l'une des puissances économiques du Moyen-Orient, ambitionne de renforcer son partenariat avec les pays africains, d'où le rapprochement qui s'opère entre Lomé et Ankara. D'autres chefs d'État, notamment de l'Europe centrale, l'Afrique, ont également pris part à cette investiture. Aussi, nous sommes très contents de vous. Je pense que c'est de nos pays africains. Özellikle tüm model bir örnek teşkil ediyor. Recep Tayyip Erdogan est désormais officiellement pour 5 ans le nouveau président turc. Mais lors de la cérémonie d'investiture, les députés du principal parti d'opposition ont quitté le Parlement pour signifier leur colère. Car largement élu dès le premier tour de la présidentielle, cet islamo-conservateur entend prolonger le règne sans partage qu'il exerçait depuis 2003 en tant que Premier ministre. Et pour s'assurer les coups des franches, il a choisi un fidèle, Ahmet Davutoglu, pour lui succéder à la tête du parti au pouvoir et du gouvernement qu'il devrait former dans les prochaines 24 heures. Recep Erdogan a été élu le 10 août dernier au premier tour de la présidentielle. L'actualité, c'est aussi l'intraitable virus Ebola qui sévit dans l'ouest de l'Afrique. Une réunion se tient depuis mardi à Accra, la capitale ghanéenne, sous l'égide de la CEDEAO en collaboration avec l'Organisation ouest-africaine de la santé, l'OMS, et plusieurs partenaires internationaux. Selon l'OMS, l'épidémie d'Ebola a déjà fait près de 1500 morts cumulées dans les pays touchés. Toujours en matière de santé, mais à propos du VIH-Sida, des avancées sont enregistrées au Togo dans la lutte contre cette pandémie. Le taux de prévalence a considérablement chuté, moins de 3%, mais le gros problème demeure la stigmatisation des personnes atteintes par la maladie. Un observatoire vient d'être mis en place pour combattre ce phénomène. Edem Soussoupo. La prévalence du VIH-Sida au Togo est passée de 6 à 2,9% entre 1999 et 2013. On estime à 62% le taux de couverture des PV-VIH qui sont sous traitement antirétroviraux. Le hic en matière de prévention et de lutte contre le VIH-Sida se trouve être la stigmatisation et la discrimination des PV-VIH. Ainsi, 9,2% de PV-VIH ont été exclus d'une activité familiale au moins une fois au cours des 12 derniers mois. Un chiffre qui fait froid au dos, et le réseau des associations des personnes vivant avec le VIH-Sida au Togo, avec le concours du CNLS-IST, vient de lancer un dispositif de contrôle et d'accompagnement des victimes. Il s'agit de l'Observatoire sur la stigmatisation et la discrimination à l'égard des PV-VIH. Cet observatoire concrètement va avoir un comité de suivi. C'est un comité directeur qui quand même élaborerait toutes les stratégies pour la mise en place et l'exécution de toutes les activités. À part ce comité de suivi, il y a un secrétariat technique qui est assuré par le réseau des associations des personnes vivant avec le VIH. Et ce réseau s'appuie sur plus de 150 bénévoles pour pouvoir documenter, remonter, accompagner ces personnes qui sont victimes de cas de stigmatisation et de discrimination. Qui a montré que 2 PV sur 5 se sont stigmatisés au cours des 12 derniers mois. Mais la vraie stigmatisation aussi, c'est l'auto-stigmatisation. Ils sont 35% à s'auto-stigmatiser, à s'auto-exclure par le fait de VIH. Et donc, c'est pour ça que partant de cette enquête, on veut mettre en place maintenant d'intervention, d'où l'idée d'avoir un observatoire pour mieux documenter l'aspect de stigmatisation. On veut donc progressivement atteindre l'objectif zéro discrimination au Togo à travers la mise en place de ce mécanisme. Bien qu'officiellement lancé ce jour, l'Observatoire a débuté depuis janvier 2014 ses activités. Il a déjà enregistré 158 plaintes au cours du premier trimestre de l'année.
Dans le but de renforcer la sécurité et la sûreté de l'aéroport international Gnassingbé-Yadéma, il a été créé 2 cellules techniques, le comité de sûreté et de facilitation d'aéroport CSA et le comité opérationnel de sûreté et de facilitation d'aéroport, le COSA. Le démarrage effectif des activités de ces comités a été marqué par une réunion inaugurale entre les acteurs clés du secteur aéroportuaire. Zira Alpha, Christine Pichikiaroute. Les résultats des inspections et audits menés à l'aéroport international Gnassingbé-Yadéma de Lomé, ouvert au trafic international, ont motivé le gouvernement à instituer une autorité de sûreté pour lutter contre les actes d'intervention illicites et coordonner aussi la mise en œuvre des mesures de sûreté. Face à l'ampleur des enjeux et défis, 2 comités ont été créés. Le comité de sûreté et de facilitation d'aéroport CSA, chargé de veiller à l'efficacité continue des mesures de sûreté, et le comité opérationnel de sûreté et de facilitation d'aéroport qui doit assurer au quotidien le suivi des activités opérationnelles de sûreté. La différence entre les 2 comités réside dans le fait que le CSA est un peu comme un organe de définition d'une politique de mise en œuvre de sûreté, et le COS est l'organe qui vérifie, contrôle et suit la mise en œuvre des mesures de sûreté. Les 2 comités, dont les activités sont officiellement lancées ce jour, sont une exigence des annexes 17 et 9 de la Convention de Chicago de l'OACI qui traite des questions de sûreté et de facilitation. Depuis nos audits de 2007, le Togo a été classé premier dans l'espace en matière de sûreté, de supervision de la sûreté et de la sécurité. J'ai vu la liste des membres qui composent ce comité personnel. Je voudrais les inviter à plus de collaboration, à s'entendre pour travailler pour un ciel sécurisé, un ciel sûr pour que ceux qui partent du Togo arrivent à bon port. La rigueur dans la sûreté n'est pas synonyme de tracasserie. L'on attend des membres des 2 comités de toujours examiner tous les sujets de la sûreté et de la facilitation à la lumière des normes internationales et en tenant compte des spécificités de l'aéroport international Gnassingbé-Yadéma. Nous quittons l'aéroport pour le port. Lomé accueille une réunion de restitution des résultats d'une étude menée sur les besoins du Togo en matière d'exécution des responsabilités de l'administration maritime. Augustin Kossi, firmé à Djinari. Maillon important dans l'économie nationale, l'activité maritime a une place de taille dans les projets et programmes de développement. Le Togo, qui a une activité maritime importante, veut mettre tout en œuvre pour offrir un cadre juridique efficace conformément aux normes de l'Organisation maritime internationale, OMI. Cette structure entend amener tous les États membres dont le Togo à mieux conduire les administrations maritimes pour plus d'efficacité et de rentabilité. Il s'agira de voir comment est-ce que ce pays, le Togo, applique les conventions de l'OMI et au-delà des conventions, comment est-ce qu'elle remplit sa fonction d'administration maritime à l'égard de toutes les activités qui ne tombent pas sous le coup des conventions internationales. Et donc l'intérêt, c'est d'avoir une administration tout à fait efficace qui répond à toutes ses responsabilités, qui répond aux besoins d'avoir un transport maritime vraiment efficace, sûr, qui respecte l'environnement marin. La restitution des résultats de l'évaluation des besoins du Togo à travers cette rencontre permettra de corriger les insuffisances pour une meilleure gestion des activités. Cette évaluation nous a permis de voir nos faiblesses et nos forces dans la mise en œuvre des conventions pertinentes de l'OMI. Bon, à la suite de ce séminaire, l'assistance technique va nous parvenir pour que nous puissions relever les défis. Le directeur de cabinet du ministère des Travaux publics, Marc Mando, s'est félicité des efforts faits en faveur du Togo pour la promotion des activités maritimes. Le profil maritime du Togo devient alors un besoin essentiel pour la croissance de l'économie nationale.
La plateforme citoyenne Justice et Vérité mobilise toutes les couches sociales pour une adhésion au processus de justice transitionnelle au Togo. Elle a invité les cadres des organisations de la société civile à l'étude du guide de l'Organisation internationale de la francophonie sur les processus de transition justice, vérité et réconciliation. Cette imprégnation permettra aux différentes organisations de s'inspirer des expériences des autres pays, expériences donc à capitaliser au profit d'une paix durable au Togo. Aliou Orochichiri, Charlotte Moussime. L'instauration de la justice transitionnelle dans l'espace francophone en général et au Togo en particulier, un défi qui mobilise toutes les couches sociales. L'Organisation internationale de la francophonie a dans ce sens mené une étude pour voir à ce jour les forces et faiblesses des différentes commissions vérité, justice et réconciliation. Les résultats de cette enquête, compilés dans ce guide, seront soumis aux différents acteurs impliqués. Les organisations de la société civile sont donc les premières entités à s'approprier le contenu du guide. Nous avons commencé par les organisations de la société civile pour qu'ils s'approprient ce guide, qu'ils l'étudient et qu'ils voient dans quelle mesure ils pourront en faire un bréviaire, si vous voulez, ou bien une Bible pour que la justice transitionnelle, ou bien la justice sur vérité et réconciliation soit effective dans notre pays. Le guide de l'OIF sur le processus de justice transitionnelle est un instrument d'accompagnement et un espace d'échange de bonnes pratiques pour la consolidation de la démocratie dans les pays membres. Le guide est un travail de recherche qui présente un panorama des différentes initiatives et expériences conduites dans les pays francophones et au-delà en matière de transition, de processus de transition, justice, vérité et réconciliation. Donc c'est un travail d'analyse qui essaie de tirer les leçons de ces différentes expériences et de les présenter sous forme d'un document synthétique qui peut être utilisé comme un outil à l'intention des praticiens de... Sur 8 projets à elle adressés dans l'espace francophone, l'OIF soutient 2 projets togolais, conséquence de la pertinence des programmes et de la volonté politique des gouvernants. La francophonie se félicite aussi des avancées enregistrées sur la justice transitionnelle. En témoigne la publication du livre blanc. Les autorités togolaises rassurent les différents partenaires de la mise en œuvre effective des différentes recommandations de la CVJR. Cette session s'étendra dans les prochains jours au cadre des départements ministériels. Dans la causa, le Bureau national catholique pour l'enfance organise une session à l'endroit des acteurs de la justice. Le module de ces échanges est relatif à la protection des mineurs en conflit avec la loi. Nestor Boussou. Magistrats, greffiers, officiers de police judiciaire, ce sont ces acteurs de la justice qui ont été ciblés pour cette session de formation. Ils sont issus des régions centrales, Kara et Savane. Raison de cette formation, leur donner les outils nécessaires pour une meilleure protection des mineurs en conflit avec la loi. L'initiative vient du BNCE, Bureau national catholique de l'enfance. Quand un enfant tombe en conflit avec la loi, le premier acteur qu'il rencontre, c'est les OPJ. C'est eux qui font la procédure et qui l'envoient au niveau du tribunal. Et au niveau du tribunal, qui s'en occupe sont les magistrats. Les magistrats et les greffiers. Donc il faut que tous ces acteurs-là se parlent et qu'ils soient au même niveau d'information et qu'ils sachent que voilà, la justice, quand on a le cas d'un enfant, c'est comme ça qu'on peut le traiter. Le cas d'un enfant, un enfant qui tombe en conflit avec la loi, n'est pas traité comme le cas d'un adulte. Un enfant, c'est un être vulnérable et qu'il faut qu'il y ait en construction, qu'il faut également prendre et accompagner pour que cet enfant puisse devenir demain un bon citoyen. L'atelier de Kara fait partie intégrante du projet intitulé « Appui à la promotion d'une justice restauratrice pour les enfants du Togo ». L'un des partenaires du BNCE dans la mise en œuvre de ce projet est l'Union européenne. L'UE met à la disposition du projet une enveloppe financière de 285 000 €, soit 186 675 000 francs CFA. Vous connaissez l'intérêt de l'Union européenne pour les questions de justice en général et pour les questions de justice juvénile en particulier. Donc le Bureau national catholique pour l'enfance est un partenaire fiable dans le pays qui a déjà une expérience longue et riche, et nous avons pensé que les activités qu'il proposait, cette approche nous semblait intéressante. Au Togo, plus de 50% de la population a moins de 18 ans, sont considérés comme mineurs, donc c'est une problématique essentielle
la population mineure togolaise doit être protégée, doit trouver toute sa place dans le développement de la société. Dans les prochains jours, le Bureau national catholique de l'enfance va étendre cette session de renforcement des capacités sur la protection des mineurs en conflit avec la loi aux autres acteurs de la justice des régions maritimes et plateaux. Le gouvernement togolais sonne la fin de la période de grâce. Le décret pris en 2011 et qui interdit la production, l'importation et la commercialisation des emballages plastiques est resté jusqu'ici lettre morte. Et les autorités annoncent des sanctions à compter du 1er novembre prochain. Adolphe Baka. Nous sommes dans l'une des usines de la plasturgie de la place. À chaque seconde, ce sont des tas de sachets qui sont produits à l'échelle industrielle. Régulièrement, les voitures viennent pour le chargement, direction la ville pour la distribution. 260 millions de tonnes sont produites chaque année sur toute la planète, soit 30 kg par habitant. Le plastique en lui-même, il n'est pas nocif. Le problème du plastique de nos jours, c'est qu'il est victime de l'incivisme des populations. On met une seconde pour fabriquer du plastique et plus de des décennies à se dégrader dans l'environnement. La ville de Lomé à elle seule utilise chaque année 3 millions de sacs d'emballage selon l'association pour un avenir ensoleillé. Et voici comment finit l'histoire du plastique non biodégradable et de la poubelle dans la nature. Résistant jusqu'à plus de 400 ans, il s'insinue partout. Dans les champs, sur les dépotoirs, dans l'eau et puis dans les égouts. La nocivité est grandissante et le gouvernement togolais depuis 3 ans mène une bataille contre cette bête noire. Le décret est sorti, mais il faut faire un travail technique. Tous les acteurs doivent, ensemble avec les ministres impliqués dans la gestion des emballages plastiques au Togo, prendre le Togo par les cornes pour gagner le pari. Le pari d'un Togo vert. Décret d'interdiction pris en janvier 2011, modalité de gestion et contrôle inopiné. La situation n'a que timidement évolué. Sur les 10 unités de production, il n'y a que 4 qui se conforment à la loi, sans compter des importations illégales. On a commencé, chaque processus a ses difficultés. Nous avons des difficultés surtout au niveau du contrôle. La seconde difficulté, c'est l'importation des mêmes produits, des produits qui ne sont pas bio et qui envahissent notre pays ou bien notre marché. Et pourtant, la sommation du gouvernement est sans embâche. Les plastiques non biodégradables sont interdits au Togo, substitués par les oxo biodégradables. Il suffit aux producteurs de se procurer l'additif. Le plastique additivé, comment il se dégrade? Il y a 2 phases de dégradation, la phase thermodégradation et la phase photodégradation. Donc en présence des rayons du soleil, de la chaleur dans l'environnement, le plastique se fragmente dans un premier temps et une fois dans le sol, il est bio-assimilé par les micro-organismes et les bactéries présentes dans le sol. Donc au finish, il n'y a plus rien et c'est sans toxicité pour l'environnement. Aujourd'hui, le gouvernement a acquis des appareils détecteurs de biodégradabilité permettant des contrôles de conformité stricts sur les marchés. À partir du 1er novembre prochain, tout contrevenant selon le communiqué du gouvernement s'expose à la rigueur de la loi, saisie, amende comprise entre 5 et 10 millions de francs CFA et peine d'emprisonnement allant de 2 mois à 2 ans. Autre menace, mais à une échelle plus élevée, les armes de destruction massive. Il en sera question lors de la 5e conférence des États membres de la Convention sur les armes à sous-munitions du 1er au 5 septembre prochain au Costa Rica. L'information a été rendue publique par la coalition contre les bombes à sous-munitions en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères du Togo. Nancy Tchana, Firmin Adjinare. L'utilisation des armes à sous-munitions constitue un réel danger pour l'humanité. À ce titre, le Togo s'est résolument engagé dans la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive, notamment les armes à sous-munitions. Illustration faite à travers plusieurs actions au plan national. La rencontre de ce jour vient renforcer davantage la détermination du Togo, désigné comme point focal des pays africains francophones pour la promotion de la Convention sur les armes à sous-munitions en Afrique et dans le monde.
Une bombe à sous-munition, comme on l'a défini, c'est une bombe larguée. Mais le mal, c'est que quand c'est largué, ça se subdivise en plusieurs particules. Et chaque particule peut se subdiviser encore en des centaines de particules. Chaque particule prend la direction qu'elle veut et peut s'exploser ou pas. Et pour ceux qui s'explosent en même temps, le dégât est connu. Mais les particules qui ne s'explosent pas peuvent faire même 100 ans. Et au contact avec un objet peuvent encore s'exploser. Et vous comprenez qu'il est alors interdit de cultiver, de faire toute activité dans cette zone durant plusieurs années. On a trouvé utile d'informer l'opinion nationale sur les prouesses que le Togo fait sur le plan international et aussi informer la presse nationale sur les enjeux de la 5e conférence des États partis. Dans l'optique d'atteindre les objectifs assignés à la Convention, le Togo sera présent à la 5e conférence des États signataires de la dite conférence prévue du 1er au 5 septembre prochain au Costa Rica. À présent, l'actualité sportive. Bonsoir Claude Amand. Oui, bonsoir Amé. Alors, premier sujet, les éperviers reçoivent les Aiglons du Mali dimanche au stade de Lomé. Oui Amé, la victoire est impérative pour nos ambassadeurs s'ils veulent se rendre au Sénégal l'année prochaine. Conscient de cette émission, les éperviers juniors qui avaient été battus 2-0 à Bamako n'ont qu'un seul mot d'ordre, la victoire à Lomé. Martin Sandani, Mankoubi. Après leur défaite 0 but contre 2 au cours de la manche allée à Bamako, les éperviers juniors se préparent activement pour affronter ce dimanche les Aiglons du Mali. Afin d'obtenir leur billet pour la phase finale, les poulains d'Adam Fazazi doivent marquer 3 buts sans en encaisser. Chose difficile, mais pas impossible. C'est comme la finale des éliminatoires pour nous. C'est toute une finale, donc on est en train de se réorganiser pour voir comment on peut faire pour éliminer le Mali et se qualifier pour la CAN ensuite pour la Coupe du Monde. On a appris la fois passée que tout le public est derrière nous. Nous sommes fiers de cela et aussi ça fait vraiment du bien quand on se sent supporté par tout le peuple togolais. Maintenant c'est à nous de prouver, de faire quelque chose et se qualifier dimanche. À 90 minutes de leur qualification, les éperviers n'ont pas droit à l'erreur et ils comptent également sur le soutien du public sportif togolais. Nous savons que ce match sera plus psychologique parce que nous sommes à 90 minutes de la qualification, donc on ne doit pas se donner la pression parce que c'est la qualification. Nous allons jouer comme on a l'habitude de jouer. On a les individualités, on a les moyens pour les contrecarrer. Épervier junior contre Aiglon du Mali, un véritable duel des rapaces en perspective ce dimanche au stade municipal de Lomé. Coup d'envoi 15h30, temps universel. Et puis Claude, le 15e championnat militaire et paramilitaire de handball est à l'étape de demi-finale à Kara. Effectivement, c'est la gendarmerie nationale et le régiment commando de la garde présidentielle RCGP qui disputeront samedi la finale de cette 15e édition. En demi-finale, les sapeurs-pompiers se sont inclinés devant les gendarmes alors que le RCGP est venu à bout du RPC. Nestor Pedro Mouzou. En première demi-finale de ce 15e championnat militaire et paramilitaire de handball, la gendarmerie nationale en bleu a croisé le fer avec le corps des sapeurs-pompiers en rouge. La gendarmerie a accédé aux demi-finales en écartant la marine nationale par un score de 25 contre 15. Quant aux sapeurs-pompiers, ils ont eu raison de la douane battue 26 à 16. Cette première demi-finale a été dominée de bout en bout par les gendarmes. Étranglés par les détenteurs du titre de la 14e édition, les sapeurs-pompiers ont cédé sur la marque de 28 à 19. La deuxième demi-finale a opposé le RPC, Régiment Parachutiste Commando, au RCGP, Régiment Commando de la Garde Présidentielle. Les maillots des deux équipes sont à l'image de leur béret, rouge pour le RPC et vert pour le RCGP. En quart de finale, le RPC a sorti la FIR par 34 buts à 27. De son côté, le RCGP s'est difficilement débarrassé du RBRA 24-23. La première partie de ce match a été très serrée. À la mi-temps, le RCGP ne distançait le RPC que d'une longueur. 11-12. Au cours des 10 premières minutes de la deuxième partie, les Verts se détachent nettement.
Ils ont même compté 10 buts d'écart à un moment donné de la rencontre. À la fin du temps réglementaire, le RCGP s'impose au RPC par 32 contre 23. La finale du 15e championnat militaire et paramilitaire de handball se jouera entre la gendarmerie nationale et le régiment commando de la garde présidentielle. Et puis au Cameroun, Samuel Eto'o-Fils raccroche avec la sélection nationale. Il ne portera plus le maillot des Lions indomptables du Cameroun. Je vous invite à regarder cet élément ensemble. Samuel Eto'o-Fils, la nouvelle recrue d'Everton en Angleterre, met un terme à sa carrière internationale. L'attaquant âgé de 33 ans ne portera plus le maillot des Lions indomptables du Cameroun. Le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations va désormais se consacrer exclusivement à Everton, qui affronte ce samedi Chelsea, son ancien club. Ça ne me préoccupe pas plus que ça. Le plus important pour moi, c'est de m'entraîner déjà avec mes coéquipiers, rejouer au football pendant les entraînements et bien me préparer pour être prêt. Voilà, Claude, est-ce que c'est tout pour l'actualité sportive de ce soir? Non, et juste le temps de vous rappeler que samedi, Alfred Kolani sera en compagnie du sélectionneur national des éperviers, Tchanil Tchakala, et celui des juniors, Adam Fazazi. Ensemble, ils débattront des chances de qualification des éperviers aux différentes cannes des cadets, des juniors et seniors l'année prochaine. Juste le temps de rappeler à nos confrères journalistes sportifs que notre association, la GST, tient son congrès électif demain au siège de la Fédération Togo de football à partir de 9h. Merci Claude et à très bientôt. Vous en prie. Alors quelques communiqués pour finir. La direction du centre hospitalier universitaire Sylvanus Olympio communique suite à la perte d'un appareil d'anesthésie de type moniteur multiparamétrique du bloc opératoire du centre hospitalier Sylvanus Olympio de Lomé. Certains agents du dit service ont été interpellés le 26 août 2014 par le service de renseignement et d'investigation pour des besoins d'enquête. Après avoir été entendus, ces derniers ont été libérés dans la journée du mercredi 27 août. Toutefois, les investigations suivent leur cours pour l'identification du ou des auteurs de la perte de cet équipement. Dans la matinée du jeudi 28 août, un sit-in sans préavis a été organisé par le personnel mené par le syndicat des praticiens hospitaliers du Togo Saint-Faute devant les bureaux de la direction pour exprimer leur désaccord par rapport à la procédure en cours, entravant ainsi le bon déroulement des activités médicales au sein du dit centre. La direction du centre hospitalier universitaire Sylvanus Olympio présente ses excuses à la population pour tous les désagréments causés. Communiqué de la cellule de coordination du comité de gestion de la maladie à virus Ebola. La cellule de coordination communique. Dans la soirée du mercredi 27 août 2014, une rumeur faisait état de ce qu'un jeune homme d'une trentaine d'années souffrirait d'un malaise provoquant des inquiétudes dans le quartier de Tokombadago. Saisi par cette alerte, la cellule de coordination a immédiatement dépêché une équipe de prise en charge sur les lieux. Une fois sur place, celle-ci a retrouvé le cadavre d'un individu présentant des blessures sur le corps, visiblement victime de bastonnade avec des vêtements en lambeaux. À la lumière des observations faites et des témoignages, le jeune homme serait arrivé sur les lieux seul, physiquement affaibli et souffrant de douleurs corporelles suite à des coups et blessures. Devant ce tableau, l'hypothèse d'une maladie à virus Ebola a été catégoriquement écartée et l'équipe médicale a rassuré la foule présente sur les lieux sur le cas. Dans la cellule de coordination et les autres, la population est restée vigilante et surtout attentive aux signes qui permettent d'identifier un éventuel cas de maladie à virus Ebola, notamment une forte fièvre d'installation brusque associée à au moins 3 des signes suivants. Des vomissements contenant ou non du sang, une diarrhée contenant ou non du sang, des selles noires, des urines avec du sang qui coule du nez ou la présence de sang en tout autre endroit du corps. Et puis le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche porte à la connaissance du public que la République fédérative du Brésil met à la disposition du Togo des bourses de master. Toutes les informations sont à consulter sur le site le www.dce.mre.gov.br. Les inscriptions sont ouvertes et se font directement en ligne jusqu'au 1er septembre 2014. Voilà, ce sera tout pour cette édition. Nous retenons essentiellement que le chef de l'État, Faure Eswazini Gnassingbé, est arrivé hier mercredi à Ankara en début de soirée. Il a été accueilli par des personnalités turques et togolaises à l'aéroport d'Ankara, dans la capitale turque. Le président de la République a pris part aux cérémonies d'investiture
du nouveau président de la République turque, Recep Tayyip Erdogan, élu au suffrage universel le 10 août dernier. La cérémonie d'investiture a eu lieu ce jeudi. La Turquie est un pays en plein essor économique et constitue l'une des puissances économiques du Moyen-Orient. Elle nourrit depuis quelques années l'ambition de nouer un partenariat avec les États africains. La présence du président Fonya Singh à Ankara s'explique donc par sa volonté de renforcer davantage la coopération entre Lomé et Ankara. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. En Turquie, Recep Erdogan a prêté serment comme nouveau président de la République. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement ont préparé cette investiture, parmi eux Fonya Singh du Togo. Après avoir fait les beaux jours des Lions indomptables du Cameroun, Samuel Eto'o tourne la page de la sélection nationale. Il ne se consacrera désormais qu'à son club Everton.